Nous sommes le vendredi 20 décembre et nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre confiance. Votre soutien est notre plus beau cadeau. Mais malheureusement, il n'est pas encore suffisant. Nous n'y sommes pas. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire, aucun oligarque. Elle vous appartient. Pour qu'en 2020, TV Liberté poursuive son ascension et frappe plus fort. Aidez-nous maintenant et avant le 31 décembre. C'est ensemble que nous sommes solides. Il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Le décor de cette semaine, qui est la dernière avant inventaire, je vous en dis rien d'explicite, je ne l'écris pas, je ne le nomme pas, pour ne pas éveiller la censure, l'attention de ceux qui veulent notre bien en haut lieu. Je parle de ceux qui, comme ce fabricant de meubles suédois, transforment la fête de Noël en ce moment en fête de l'hiver. Nous adorons décidément la Suède, ces retraités appauvris qui la ferment en voyant passer les nouveaux citoyens, là, ces adolescentes au sourire enjôleur qui font la une de Time Magazine. Mais pour en revenir au décor derrière moi, figurez-vous qu'il est privé. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens dans notre pays qui persistent à collectionner et à présenter à leurs enfants chaque année, et à leurs petits-enfants, des santons achetés assez cher d'ailleurs sur les brocantes, dans les salles des ventes, des scènes folkloriques qui témoignent d'un passé culturellement connoté, lequel est en train de devenir pratiquement hors la loi. Oui, il y a encore des gens en France qui n'hésitent pas à entretenir un culte qui a donné une âme à leur nation depuis 2000 ans environ et qui le font en privé. C'est terrible, je sais bien. Je me demande d'ailleurs s'il ne faut pas les dénoncer. En plus, l'auteur de ce décor, là, chez qui j'étais avec Gustave l'autre jour, pour le filmer, en visite, ne se contente pas d'aller contre toutes les règles de prudence en invitant les amis de ses petits-enfants à venir voir son installation. Il a aussi, figurez-vous, des opinions tranchées en ce moment sur la retraite, qui est très à la mode, très effrayante aussi, naturellement, parce que c'est un rebelle, que voulez-vous, je ne connais que ça. Il n'est pas du tout sensible à la propagande des chaînes du câble, et il nous a tenu des propos que Gustave n'a pas reniés. Il nous a dit, quand j'entends à la télé ces gens qui ont l'air aussi francs qu'un âne qui recule, te dire qu'ils ne toucheront pas à la valeur du point, etc., non seulement je ne les crois pas, mais vous qui parlez dans Internet, là, il s'adressait à moi, dites-leur que le fait de prétendre, de répéter que tout ça ne concerne pas les retraités d'aujourd'hui est une illusion pure, un mensonge de plus. Bien entendu, ils vont ponctionner les retraites versées en ce moment, parce que je peux vous le dire, j'ai travaillé dans la finance, leur but, c'est d'appauvrir les vieux pour qu'ils commencent à taper dans leurs économies,
dans leurs réserves. Comme ça, ils font sortir l'épargne pour essayer de relancer l'investissement. Et je ne sais pas si vous savez, mais les gens gardent assez d'argent chez eux, à la banque, dans leur bas de laine, pour que ça représente l'équivalent du double de la dette actuelle de la nation. Du coup, le ministre des Finances se dit, je vais les distraire comme les abeilles pour leur piquer leur miel. Et pour les faire sortir de leur ruche, il n'y a rien de mieux que de les assommer à coups de taxes, de multiplier les petits coups en douce, les dépenses imprévues, les trucs du genre « vous n'êtes pas aux normes », il y a de l'amiante sur votre toit, vous louez un 2 pièces dont l'électricité est à refaire, votre voiture pollue trop, pourquoi ne passeriez-vous pas à l'électrique, etc., etc. Et quand les gens de là-haut auront épuisé toutes ces recettes pour vous appauvrir, nous dit-il, vous allez voir, ils vont vous parler de contributions exceptionnelles, comme en Grèce. Depuis 10 ans, en Grèce, ils ont piqué aux retraités, tout à fait légalement, un tiers de leur retraite, pour qu'ils tapent justement dans leurs économies, s'ils en ont, s'ils en avaient. Et ça nous pend au nez, mes amis, nous a-t-il dit. En Grèce, croyez-moi, il n'est pas question de la valeur du point dans 10 ans. Ce qu'il diminue chaque année en ce moment, c'est ce que vous avez déjà. Alors c'est là que je lui ai dit, mais j'aimerais bien raconter tout ça dans ma rubrique sur Internet, mais les gens vont trouver que vous ne proposez rien. C'est très à la mode, ça aussi. Et là, il a eu cette phrase, si, je propose une chose au moins, c'est qu'on arrête de vendre des trucs sans arrêt, parce qu'on ne fait plus que ça, pour se remettre à les fabriquer. Ça nous changerait. Quand nous avions 20 ans, c'est fou le nombre de petits ateliers qu'il y avait, et qui faisaient des choses très astucieuses, en mécanique, en machine-outil. Alors je lui dis, oui, mais nous avions encore à cette époque des aciéries, des matières premières. Et là, il m'a interrompu et il m'a dit, notre matière première à nous, la principale, c'est le cerveau. Et croyez-moi, les élites l'ont compris. Elles ont compris que notre intelligence était notre seule défense contre ce qu'on nous impose, et c'est pourquoi ils cherchent à nous appauvrir aussi de ce côté-là, c'est-à-dire à nous rendre crétins. Je ne sais pas si vous avez eu le niveau du journal de midi sur TF1, mais moi, je ne regarde plus qu'Internet désormais. Oui, j'ai répondu, ça les inquiète beaucoup. D'ailleurs, ils cherchent à contrôler ce qui se passe sur Internet et ce qui se dit un peu partout. C'est pour ça que ça finit en ce moment dans la rue. Abonnez-vous, merci. Restez abonnés plutôt. Il existe une nouvelle sorte de retraités dans la vie des villages, ceux qui ont accès à l'information grâce à Internet, à toute l'information. Et quand en plus ils ont travaillé à la sécurité sociale et sont membres du conseil municipal, eh bien on en apprend de belles. Donc, ce jour-là, le monsieur dont je parle était en conversation avec Gustave. C'était l'heure délicate, 11 heures, où on hésite entre le café et le pastis. Et comme les esprits étaient échauffés par ces histoires de retraite, comme tout le monde jonglait avec les milliards sur BFM TV, comme Gustave venait de dire une chose très brutale comme d'habitude, tout le monde au café ne parlait que de ça. Qu'avait dit Gustave ? Eh bien, que le gouvernement était capable de ponctionner les retraites existantes, celles qui étaient déjà perçues, comme en Grèce, et que l'idée qu'on serait peinard pendant que les jeunes trimaient pour ne plus rien recevoir était une idée idiote. Mais celui qu'on écoutait le plus ce jour-là, c'était le type qui avait travaillé à la Sécu, là, Alain Géraud, il s'appelait, une sorte de comptable qui épluchait tout, même la note au café, et qui nous disait, qui leur disait, parce que je venais d'arriver en pleine discussion, mais vous n'y êtes pas, mes amis, les gens du gouvernement vous mentent de bout en bout, c'est comme pour les communes, ils vous racontent qu'on ne peut pas s'en sortir sans intercommunalité, sans communauté de communes. Mais quand tu regardes bien, la plupart des communes s'en sortaient en fait très bien, sans intercommunalité. Le véritable but de tout ça, pour ces gens du gouvernement, c'est d'enlever toute initiative au conseil et aux maires localement sur ce qui se passe chez eux. Des fois qu'ils auraient de l'imagination, des fois que les maires voudraient se conduire en chef de famille, par exemple. Eh bien, désormais, c'est la famille recomposée obligatoire. Il faut aller se marier avec les gens du village voisin, de Saint-Bernabé, qu'on ne peut pas blairer d'ailleurs, depuis le XVIIIe siècle. Eh bien, mes amis, pour les caisses de retraite, c'est pareil. Il y en a des biens et des mal gérés, et au lieu de courir après les 40 milliards de fausses cartes vitales et de faux centenaires, on préfère piquer de l'argent aux caisses de retraite qui font du bon boulot. Il y a 130 milliards là qui dorment quelque part, donc le système par répartition, visiblement, ça marche, enfin pour certains, quoi qu'on nous dise. Et puisqu'on est dans le quoi qu'on nous dise, ben moi je vous dis, nous dit-il, que la Sécu n'est pas du tout dans le rouge en ce moment, malgré la fraude. Du moins, elle ne l'était pas tant que le gouvernement n'avait pas placé ses petits pions comme décisionnaires dans le système de santé, n'avait pas fabriqué des préfectures de la santé publique.
On nous dit il faut qu'elle revienne à l'équilibre, la sécu elle est bonne celle-là. Ils commencent par faire les poches du système d'abord et puis ensuite ils te disent qu'il manque de l'argent. Toujours dans le même but, étatiser pour pouvoir contrôler les caisses, détruire les féodalités, enfin bref, tout ce qui résiste au pouvoir central, tout ce qui pourrait avoir du génie ou de l'initiative localement. Ensuite, ils font 2 coups en douce. Le premier, c'est qu'en essayant de caser leur système d'assurance santé individuelle, là, ils font le jeu des assurances, objectivement, et que le type, d'ailleurs, chargé du dossier depuis 18 mois et qui n'a rien foutu, était payé par elle, par les compagnies d'assurance. Le deuxième, c'est qu'en appauvrissant les gens, ils les obligent à taper dans leur épargne, c'est ce qu'on disait hier avec Gustave, ce qui permettait autrefois de voir venir, et personne ne veut le dire, mais les Français possèdent le double de la dette publique en épargne, 4 000 milliards. Et ça, maintenant, le gouvernement veut qu'ils les sortent, c'est tout simple, pour pouvoir nourrir l'ogre américain avec. Comme ça, quand les Américains feront faillite, ils entraîneront ta retraite avec eux, avec leur système de placement, de pension, etc. Merci qui? Merci Macron. Alors là, l'abonné au Monde qui passait par là a dit, mais pas du tout, ça se passe au niveau européen, les exigences pour la nouvelle retraite, c'est pour se conformer aux règles, c'est tout, aux règles européennes. Il faut jouer le jeu, il faut le faire. Sauf, a dit Gustave, que les règles sont écrites à Washington, et celles-là comme les autres. Ah bon, et quelles sont les autres, a dit l'abonné au Monde. Déjà, si on n'a plus le droit de mettre un Jésus dans une étable avec un bœuf et un âne, si on transforme la fête de Noël en fête de l'hiver, si on doit donner une carte bleue aux demandeurs d'asile économique, si on dit celles et ceux à tout bout de champ, c'est parce que l'Amérique est venue l'imposer chez nous. C'est surtout, a dit le premier monsieur, là, le Alain Jérôme, qu'en privatisant la retraite et le système de soins, eh bien, on va faire comme l'Amérique, on va dépenser 1/3 de plus en santé pour moins de prestations. Quand tu compares la Sécu et ta mutuelle, eh bien, tu vois la différence. Les mutuelles, c'est partout du marbre et de l'acier, ce sont des brochures papier glacé, du personnel pléthorique, de la pub, de la spéculation, mais pour les plus pauvres, c'est zéro. Il te restera la ressource de fêter Halloween et la Saint-Valentin au milieu des celles et ceux dans un hôpital géré par AXA. Et là, Gustave a dit, je propose une alternative à la clause du grand-père qui s'énonce ainsi, heureusement, je serai mort et je ne verrai pas ça. Restez abonnés, merci. Une autre façon de vous illustrer, avant de m'éclipser provisoirement, je vous le rappelle à la fin de la semaine, de vous illustrer, dis-je, l'égoïsme, l'entre-soi des élus municipaux dans les petites communes. Attention, pas toutes les petites communes, seulement celles dont les élus, pour reprendre l'expression de Gustave, ne se sentent plus pissés. Eh bien, qu'ont-ils de différent des autres, ces élus-là? Je vais vous le dire pour que, lorsque vous recevrez la fiche signalétique de vos futurs maires, adjoints et conseillers, vous appliquiez mentalement le critère suivant. Devant une décision importante, ce monsieur, cette dame, auront-ils la politesse de consulter la population et si la décision pendante, la chose est trop technique, au moins de l'informer de ce qu'il s'apprête à décider pour son bien. Et vous allez vous apercevoir qu'une fois sur deux, les candidats aux élections municipales partagent la conviction selon laquelle moins les gens en savent et mieux on se porte comme élu. Mieux on peut faire ses petites affaires entre soi. Vous pensez bien que je n'aurais pas fait une introduction aussi longue si je n'avais pas prévu votre argument. Oui, mais on ne peut pas consulter les gens à tout bout de champ. On ne ferait plus rien. Vous rendez compte pour des histoires d'assainissement, de réseau électrique, d'aménagement du territoire, ils n'y connaissent rien. Nous, au moins, nous avons été formés, disent-ils, par les gens des cabinets d'études qui nous ont tout expliqué. Bon, alors, la réponse, premièrement, si vous ne voulez pas associer les gens à ce que vous faites à chaque étape, eh bien, il faut devenir chef d'entreprise, pas élu. Et encore. En tout cas, il faut changer de métier. Deuxièmement, les gens des cabinets d'études se font fort de vous rouler dans la farine une fois sur deux, 3 fois sur 4, pour vous faire adopter les solutions les plus chères, systématiquement, surtout si le préfet vous recommande de les adopter aussi, surtout si le beau-frère du préfet travaille au ministère concerné, surtout si son neveu dirige une entreprise nationale qui travaille sur les mêmes marchés, sur ces marchés-là. En plus, vous êtes, vous, les petits élus, là, tout pénétrés de votre compétence, vous êtes convaincus que vous êtes devenus des pontes en aménagement du territoire sous prétexte qu'on vous promène avec un casque de chantier sur une réalisation prestigieuse dans une capitale régionale avec à la clé une nuit à l'hôtel Mercure et un buffet à volonté.
mais de l'avis même des technocrates qui vous reçoivent, vous êtes en fait très très facile à manipuler. Donc un conseil aux électeurs avant de voter, essayez de repérer les gens qui ne sont pas manipulables, on les reconnaît assez facilement. Ce sont les fortes têtes qui demandent systématiquement les chiffres, par exemple, qui demandent une semaine avant de signer le dossier complet, qui ne passent pas la nuit au mercure, qui payent leur repas, qui rentrent avant les autres et qui ne disent pas, celles et ceux, qui ne disent pas qu'ils portent un projet. Il y a un autre indice, vous n'avez qu'à tourner la tête et vous allez chercher sur votre droite, c'est là qu'ils sont. Mais bon, je veux bien admettre que pour aller plus vite, pour s'épargner les rouspéteurs qui critiquent tout en mon genre, nos élus soient tentés de dissimuler certains projets en se contentant de l'affichage officiel en mairie et ne fassent aucune réunion pour éviter de se faire contester devant tout le monde. Quand il s'agit de construire un collecteur d'égouts ou d'aménager les berges d'une rivière, ça se conçoit, mais quand il s'agit de changer le nom des rues, par exemple, et leur numérotage, eh bien, on est en plein dans le délire perso, comme dit la population de Campagnol à propos du maire, qui est très remontée en ce moment, parce qu'on a changé les plaques émaillées bleu nuit, vous savez, couleur éternelle des plaques de rue en France, qui portent le nom de nos hommes politiques et de nos personnages historiques, et bien tout ça sans en parler à personne, mais surtout en changeant la couleur. Maintenant c'est lit de vin, on ne sait pas pourquoi, et surtout en supprimant la mention sous leur nom de ce qu'ont fait ces gens remarquables dont le nom est imprimé sur la plaque. Ainsi le docteur Tartampion, héros local dont la plaque mentionnait mort en déportation, avec la date, où l'ancien député machin truc se retrouve en ce moment privé de leur curriculum, on ne sait plus de qui il s'agit, et c'est encore une façon de priver la jeunesse de toute mémoire. Mais le bouquet, c'est que lorsque vous êtes la deuxième maison de la rue, et que la première de la rue portait le numéro 1, normalement autrefois vous étiez le numéro 3, impair sur le même trottoir, vous l'étiez pour la poste déjà. Mais maintenant, vous devenez le numéro 9, et on vous explique qu'on est passé en métrique, ça veut dire que vous êtes à 9 mètres de l'entrée précédente, celle du numéro 1, qui aura donc ni 3, ni 5, ni 7. Alors je demande quand a eu lieu la réunion qui a décidé de tout ça. Il n'y en a pas eu. Quand a-t-on distribué un tract pour expliquer le coup au moins? Jamais. Donc, je résume, ces gens, maires, conseillers, votent, réalisent une chose qui affecte la vie des gens très profondément, qui n'est pas technique du tout, celle-là, dont tout le monde pourrait juger de l'utilité, mais on ne vous la soumet pas. Et bien le jour de vote, il y aura peut-être une façon de dire que ça suffit. Je vous laisse la trouver vous-même. En attendant, restez abonnés, merci. Je m'en voudrais de ne pas vous parler de l'arbre de Noël du village, parce qu'on ne voit que lui, donc il faut nous imaginer un matin, moi et un inconnu un peu plus jeune que moi, 55 ans, qui me dit qu'il habite en Slovaquie, figurez-vous, et qui vient passer les fêtes ici à cause de sa femme, de sa belle famille, et nous regardons côte à côte dans la fumée de notre haleine au soleil, ce grand sapin de 8 mètres qu'on est en train de dresser sur un trépied avec une grue jaune, et je lui dis quelle drôle d'idée d'habiter en Slovaquie. Et là, il m'explique qu'il travaille pour un office des forêts dans les montagnes Tatras, en fait un truc écologiste financé internationalement, et il est frappé par une chose, c'est que dans ces fêtes de Noël, les villages français n'ont rien à voir avec ceux du centre de l'Europe. D'abord partout à Prague, en Pologne, les sapins sont honorés, décorés, pas par une seule guirlande posée à la va-vite, non, ça croule sous les anges, les étoiles, et puis il y a des traditions innombrables autour de Noël, des crèches vivantes, comme s'il en pleuvait. En plus, on s'arrange pour faire grandir un sapin au centre du village, généralement, plutôt qu'on en couper chaque année comme ici, de 8 mètres. En plus, en France, il me dit, il n'y a même plus de messe de minuit, ni rien. Pour la crèche, on sait en plus ce qu'il en est. Les polémiques, etc. Il me dit, la fête de Noël est devenue une espèce de coquille vide. Et moi, croyant bien faire, je lui réponds que pour le sapin, c'est peut-être pas un désastre écologique total, puisqu'ils doivent avoir un accord avec l'ONF. Alors là, que n'avais-je pas dit? Parce que par son métier, il connaissait bien l'Office national des forêts, mais plus encore par son enfance en Sologne, où habitait encore toute sa famille. Il m'a dit, j'y vais pour le premier de l'an. Et il me dit aussi, c'est des gens, l'ONF, qui font semblant de faire des trucs utiles et qui y vont à 3 ou 4 pour essayer de faire croire qu'il y a besoin de personnel, mais pas du tout. Et tout ce qu'ils font se passe en fait sans aucune concertation. Ils creusent des fossés énormes, par exemple, autour d'un bois pour assainir les sols, comme ils disent. En fait, ils n'assainissent pas du tout les sols, ils font mourir toute la forêt qui est privée d'eau.
où parfois ils font des plantations en mettant des grillages autour pour empêcher les cerfs de venir brouter les jeunes arbres, mais comme ils sont nuls, ils s'arrangent pour en enfermer 2 ou 3 dans l'enclos, et du coup évidemment les jeunes arbres n'ont plus de feuilles, sont dévorés avant maturité, puis après ils abandonnent les enclos, enfin ils les ouvrent, et les enclos se mélangent au rond s'ils les enlèvent pas, les cerfs s'empêtrent dans ce merdier, enfin c'est n'importe quoi, me dit-il. Ou alors, encore pire, ils font des micmacs avec un organisme tout aussi obscur qui gère l'eau et qui s'appelle l'ONEMA et que nous on appelle le on est mal. On est même très très mal. Cet organisme fait semblant de faire des trucs utiles pour justifier le salaire de ses employés, comme d'habitude, et lorsqu'ils font quelque chose, ils le font pratiquement que des conneries, dans une opacité budgétaire totale, avec des comptes bidons, des sous-traitants fantômes. Alors moi qui travaille avec l'équivalent dans les Tatras slovaques, me dit-il, ça n'a rien à voir, vous pouvez me croire. Là-bas c'est une mentalité allemande, quand quelqu'un fait semblant de bosser, il est repéré tout de suite. Mais en fait, l'idée même de faire semblant de travailler ne viendrait jamais à l'esprit d'un Slovaque. Et là, je lui ai désigné sur le quai une voiture blanche qui portait l'autocollant ONF et il m'a dit en riant, pour moi c'est comme un chat noir, hein. C'est l'annonce d'une mauvaise journée. À propos, lui ai-je dit, puisque vous n'êtes pas entièrement languedocien, vous savez qu'il existe ici un verbe qui désigne assez précisément ce que vous dites, cette attitude relative au travail, se donner l'air de bosser tout en ne foutant rien. Ah oui, et oui, il y a un mot pour ça, lui dis-je, c'est saner. C'est un S-A-N-E-R, c'est un verbe, un art très particulier, vous n'avez qu'à observer ce que vous voyez là. Et là, en effet, c'était vraiment une scène à la Pagnol, c'est tombé pile. Un type est sorti du bâtiment, juste à ce moment-là, il s'est dirigé vers la fameuse voiture de l'ONF, apparemment elle était à lui, et quand il a vu que nous le regardions, il a froncé les sourcils comme quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par l'ampleur de sa tâche. Il a fait semblant de vérifier un truc à l'arrière du véhicule, il a regardé ensuite son téléphone portable, il a appelé quelqu'un en nous regardant nous comme s'il parlait de nous, en tout cas pour se faire voir de nous, et j'ai fait observer à mon interlocuteur qu'on était là typiquement en présence d'un individu en train de saner. Il faut venir en Sologne, m'a-t-il répondu, la seule différence c'est que chez nous ils portent des bottes en caoutchouc. Allez, a-t-il conclu, joyeux Noël, la mairie n'organise rien cette année? Non, j'ai dit hier, elle a juste organisé une sortie d'admonestation chez un type qui avait mis dans son propre sapin une longue guirlande blanche, enfin sur la façade, une longue guirlande blanche et clignotante qui disait Macron dégage. Et l'autre a dit encore un terroriste. Allez, joyeux Noël. Abonnez-vous, vous restez abonnés. Merci. C'est sûrement un signe, mais il y a une semaine, je vous racontais que les petits maires du coin me demandaient comment j'avais fait pour installer l'électricité solaire en 12 volts dans toute ma maison et jusqu'au fond du jardin. J'en ai tiré quelques réflexions sur l'esprit d'autarcie qui devrait nous animer. Eh bien, il est 8 heures du matin, donc une semaine plus tard, et je suis la seule maison éclairée du village, pas d'éclairage public non plus, ça fait 2 heures que tout est en panne, j'enregistre sur la caméra d'un ordinateur portable, il y a 3 panneaux photoélectriques sur mon toit, l'escalier est donc éclairé, le 2e étage aussi, l'EDF ne sera pas là avant 10 ou 11 heures, le maire non plus, le téléphone portable ne passe plus nulle part, puisque nous sommes relayés par une antenne Bouygues sans alimentation de secours, pas de Livebox non plus, donc pas de téléphone fixe, puisque maintenant tout le téléphone, ou presque, passe par Internet. Donc nous sommes dans le noir, enfin sauf moi, dans un noir numérique aussi, sans aucun moyen d'échapper à notre sort, d'appeler les pompiers, à moins d'avoir une ligne qu'on appelle terrestre, mais ils ne viendront pas de toute façon. Et nous avons là un avant-goût de ce qui nous attend dans cette France future dévaluée, qui n'a plus de personnel, plus d'antennes locales, plus de proximité, comme on dit. Cette petite tranche de vie me permet de vous résumer le message principal de cette chronique au moment de raccrocher provisoirement. Je vous rappelle d'ailleurs que pendant 4 mois, je livrerai 1 ou 2 demi-heures par mois et qu'il importe que vous restiez abonné, sans quoi vous ne recevrez pas de notification en cas de publication. Oui, alors je reviens à cet incident électrique. Il arrive à point nommé pour me permettre, après plus de 700 numéros, de vous proposer une sorte de message de viatique avant les municipales, de résumer l'une des principales conclusions de ce portrait quotidien que je vous livre de la France locale, depuis 3 ans maintenant, c'est qu'elle doit compter de plus en plus sur elle-même et essayer de moins dépendre des services publics qui disparaissent les uns après les autres.
Avant d'élire des gens à la mairie, il faut donc se poser la question qui devient essentielle. Que sauront-ils faire en cas de pépin sérieux? Eh bien, la moitié au moins des gens d'ici vivent d'une pension de retraite, par exemple, qui leur arrive de la CARSAT. Et que feront-ils en cas de panne déjà, mais surtout que feront-ils si, comme en Grèce, la pension a 6 mois de retard, si on leur en prend la moitié, tout à fait légalement, sous prétexte que le pays ne va pas bien? Eh bien, ils résisteront, ils s'organiseront, et ils donneront les clés localement à des gens qui sauront utiliser les moyens du bord pour venir en aide à chacun, pour défendre les biens et les personnes pendant qu'on traverse une mauvaise passe. Ben, ceux-là, il faut donc les élire tout de suite. Le personnel que vous mettez en place, vous l'aurez pour 6 ans. Alors c'est rien quand tout va bien, mais 6 ans c'est énorme quand ça va mal. Et quand vous avez des brels à la mairie, qui disent « moi je » et celles et ceux. Demandez-vous qui, dans l'équipe qui se présente chez vous, est capable de faire un tour de garde, de surveiller une digue, de monter une équipe de jeunes pour déblayer, ou pour éviter des arbres tombés, ou de réparer un groupe électrogène, parce qu'il est probable que tout cela ne sera plus assumé par la puissance publique. Demandez-vous qui, autour de vous, n'a jamais ménagé son temps, par exemple, qui ne pense pas à l'argent, qui a le cœur sur la main, qui ne se gorge pas de mots, qui est sur le terrain à 2 heures du matin quand il y a une tempête, qui n'a pas de SCI, qui ne circule pas en SUV marron métallisé toutes options, qui ne fait pas viabiliser les terrains de son beau-frère à la sauvette, qui ne se précipite pas quand un ministre débarque à la préfecture. Et puis ensuite, non seulement voter, mais filmer. Quoi? Filmer quoi? Les urnes, par exemple, leur déplacement, leur dépouillement, parce que c'est légal, d'abord, et parce que souvent, ça change tout. Vous allez voir, c'est fou le nombre de mairies qui changent de couleur parce qu'on ne pouvait plus frauder. Allez, donc à bientôt. À la fin janvier, par exemple, je vous parlerai du fameux festival Saint-Saëns de Béziers, auquel je tiens beaucoup. Je ne vous souhaite pas une bonne fête de l'hiver, je vous souhaite un joyeux Noël. Restez abonnés, merci.